de Terrain pour nos télévisions. C'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, nos fils Molo vient pour vous servir. Comme d'habitude, nous recevons pour vous Maman Marie-Josée Bounsana, qui est membre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. Et aujourd'hui, nous retrouvons une fondation qui se nomme Fondation Marie-Josée Bounsana. C'est avec elle qu'on va parler, on va échanger, on va parler de la CENI, on va parler de tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Et je vais de ce pas dire bonjour Maman Marie-Josée Bounsana. Bonjour Molongia, merci de m'avoir invité à cette émission. Je salue tout le monde, les téléspectateurs, tous ceux qui nous encouragent, qui nous suivent. Bonjour à eux, sans oublier les femmes leaders. Maman Marie-Josée Bounsana, parlons d'abord des femmes leaders. Comment se porte le cartel de femmes? Le cartel se porte très bien. Nous nous préparons parce que d'ici là, on doit déposer les candidatures. Les femmes leaders membres du cartel se préparent, sont prêtes pour le dépôt de leur candidature. Mais maintenant, ils attendent parce qu'il y a exprimer ses ambitions, postuler, c'est une chose. Que le parti aussi décide du maintien de votre candidature, c'est une autre chose aussi. Et nous espérons que les femmes seront maintenues parce que les femmes sont capables de beaucoup de choses, d'amener la paix, d'amener la joie, d'amener la tranquillité. Donc ces femmes vont se positionner. Et elles sont prêtes pour se positionner pour les élections. Maintenant, on attend les listes définitives de nos partis politiques, mais sinon, nous sommes très prêtes. Marie-Josée Bounsana, parle-nous un peu de la Fondation Marie-Josée Bounsana. Oui, au fait, la Fondation, c'est une structure qui ne date pas d'aujourd'hui. La Fondation Marie-Josée date de longtemps. Dans les années 2005 où j'avais eu l'idée de pouvoir travailler dans la communauté, dans la commune à Limete et aux alentours de ma commune également où j'ai eu à former, à autonomiser les femmes. J'aime le développement des femmes, j'y travaille parce que la femme c'est la mère. C'est la femme qui porte la charge de la famille et nous le voyons d'ailleurs, ce n'est pas à démontrer encore parce que c'est vu, c'est connu de tous que les femmes sont vraiment, c'est elles qui sont là et qui sortent très tôt le matin pour aller chercher de quoi nourrir les familles. Ce sont les femmes qui vont à l'école pour suivre ce qui se fait parce que souvent les hommes n'ont pas assez du temps. Et puis il y a ce que les femmes peuvent faire, se réveiller le matin, aller chercher du bois. Les hommes ne peuvent pas le faire et il y a peu d'hommes qui le font aussi. Mais souvent nous voyons plusieurs femmes dans la rue qui cherchent comment nouer les deux bouts du bois pour aider les hommes qui n'ont pas suffisamment de ressources. C'est pour cela qu'on a eu l'idée de créer ça et pour autonomiser. Donc la fondation est là pour l'autonomisation, pas seulement de la femme, parce que maintenant nous travaillons également aussi, nous avons des hommes au sein de la fondation, nous sensibilisons et nous formons les personnes pour que ces personnes-là soient vraiment capables de se prendre en charge. Donc, en quelque sorte, comme on dit à Lingala, c'est ce que nous faisons dans la fondation. Nous ne distribuons pas de l'argent parce que nous disons distribuer de l'argent comme ça, c'est comme une insulte. Parce que l'argent qu'on distribue ne pourra jamais aider la personne à se développer. Mais quand on apprend à la personne ce qu'elle doit faire, et cela peut aller de génération en génération, si la maman, c'est exemple, je donne un exemple. La maman fabrique son bon yaourt, que les autres achètent, que les autres commandent, et bien c'est une activité pérenne. Il y a des enfants qui vont le faire, et la maman, au début, peut-être elle est seule, après elle pourra engager 2-3 personnes, les personnes qui vont aller livrer la marchandise, qui vont aller vendre pour elle et ramener de l'argent, vous voyez un peu, et cela crée
une certaine autonomie à la personne, et la famille aussi est également contente parce que la famille sait manger chaque jour parce qu'on travaille. Donc, et nous accompagnons également les autres femmes comme les mamans vendeuses du pain, les mamans maraîchères, les hommes également, excusez-moi parce que je parle plus des mamans, comme je suis présidente des structures des femmes, excusez-moi, et moi-même en tant que maman, mais sinon il y a des hommes aussi avec nous, nous travaillons aussi avec des hommes, et donc c'est ça la Fondation Marie-Josée. Rien que pour l'autonomisation de la personne, pour le développement de la personne, de la famille et de la communauté. Oh, moi, je comme ça, parlons un peu de la CENI, du processus électoral 2023. Le 25 juin déjà, dépôt de candidature. Est-ce que les femmes leaders sont-ils en ordre et prêtes d'aller jusqu'ici? Ben oui, je l'ai déjà dit que les femmes leaders sont prêtes. Nous sommes prêtes. Moi-même d'ailleurs, je suis candidate dans la circonscription de Moamba. Et les femmes ont exprimé leurs ambitions, mais pour la décision finale, cela ne dépend pas des femmes. C'est nos partis politiques qui voient qui et qui on peut aligner ou pas. Donc, mais sinon, moi je crois que les femmes membres du cartel, ce sont vraiment des femmes très outillées qui savent comment battre campagne, comment mener sa stratégie de campagne, comment chercher des fonds pour sa campagne électorale. Ce sont des femmes qui ont été formées pour cela. Et moi, j'ai confiance à ces femmes, et je crois également que les chefs des partis politiques qui nous suivent vont maintenir les candidatures féminines pour qu'on ait quand même des femmes. Parce que nous, on a souhaité, on a mené des campagnes pour qu'on attribue un quota aux femmes. S'il y a un quota, on dit, exemple, il y a 500 sièges, mais on dit 100 sièges sont uniquement pour femmes. Vous voyez un peu ce que ça allait donner. On allait avoir beaucoup de femmes dans nos institutions délibératives. Mais maintenant, il n'y a pas de quota. On nous dit, il y a l'article 13 qui dit que le parti qui aura aligné 50% sur sa liste électorale, 50% des femmes, ce parti sera exempté de payer la caution. Là, c'est quand même un piège, ils n'ont rien fait. Les 50%, le parti attend les 50%. Où sont ces femmes, les 50%? Exemple, dans des sièges où il y a 15 sièges, dans les circonscriptions à 15 sièges, à 13 sièges, à 12 sièges. Donc, il faut qu'on aligne 6 femmes, là où il y a 12 sièges. Là où il y a 13 femmes, il faut qu'on aligne soit 7 femmes majoritaires. Là, on ne paye pas la caution. Mais maintenant, question de trouver toutes ces femmes-là. Les femmes d'abord, du point de vue financier, les femmes sont limitées. Il y a des femmes qui sont mariées qui dépendent de la décision du mari. Il y a des femmes qui n'ont pas suffisamment de moyens, il faut que le mari accepte. Parce que c'est l'argent de la famille qui sera mis en jeu. Mais tout ça limite la femme. Et il y a peu de femmes aussi qui travaillent, qui ont un salaire consistant. Peut-être le salaire de madame permet à nourrir la famille, à payer les études et tout ça. Il y a peu de femmes qui ont la volonté d'assumer ces responsabilités, mais faute de moyens, ces femmes se retraitent. Ces femmes ne sont vraiment pas prêtes à affronter les échéances électorales. Mais maintenant, pour celles-là, des femmes qui sont là, des femmes qui risquent, parce que on dirait que c'est risque, il faut des moyens, il y a des t-shirts, il y a ceci, cela, il y a des banderoles, tout demande suffisamment de moyens. Et ces femmes-là, je crois, dans le cartel, ces femmes-là sont là, les femmes qui peuvent relever les défis, pour que nous n'ayons pas des assemblées paritaires, mais il faut que les femmes soient là. Et si on attribuait des quotas, on allait avoir beaucoup de femmes parce qu'il y aurait des sièges uniquement pour femmes, où les femmes devraient compétir, rien que pour les femmes. Et les autres sièges qui vont rester, les hommes et les femmes, allaient compétir. Comme ça, cela allait quand même augmenter le nombre de femmes dans nos assemblées délibérantes. Mais ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer à plaider pour qu'on attribue des quotas pour certains sièges pour les femmes, comme ça se fait dans d'autres pays. Mais sinon, nous croyons qu'il y aura suffisamment de femmes sur les listes électorales. Parlons du 26 juin aussi, qui est dépôt de candidature
candidature et début d'enrôlement pour nos amis de Maïndombe du côté du Kwamontou. Bon, José Bounsana, parlez-nous un peu, analysez-nous nos amis qui n'ont pas eu le temps de s'enrôler, les problèmes. Oui, par moi, rapport aux problèmes qu'il y a eu à Kwamontou, voilà. oui, si. Donc, ce sont des problèmes que nous déplorons. Ce qui s'est passé à Maïndombe, mais nous le déplorons aussi. C'est vraiment l'insécurité et c'est causé par les ennemis de la République démocratique du Congo. C'est question de déstabiliser la République. Mais nous croyons que la CENI sait ce qu'elle doit faire pour pouvoir enrôler cette population. Mais quant aux candidats, les candidats peuvent s'enrôler le jour du dépôt de leur candidature. Là, ça pose pas problème. Mais pour la population, je crois que la CENI va s'organiser pour que nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là aussi puissent bien s'enrôler. Moi, je concerne l'opposition dénonce un processus qui manque de transparence aujourd'hui et le parti de l'opposant Martin Fayulu qui a durci le ton et a annoncé à son conférence de presse que il se retire du processus électoral. Et pensez. Oui, moi je crois que se retirer du processus électoral, c'est son droit. Parce que en 2006 aussi, l'UDPS s'est retiré, mais cela n'a pas empêché que les élections aient lieu. Les élections avaient lieu en 2006, l'UDPS s'était retiré. Donc maintenant aussi, moi je crois que le président Fayulu, c'est son droit et son parti politique décidé, ils ont droit de se retirer. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils se sont retirés. Ils ont leur raison que peut-être toi et moi, oui, que peut-être toi et moi, bon, quant à la transparence, là, je sais pas, je veux pas les juger, mais moi, je sais seulement que c'est leur droit. Ils peuvent se retirer, mais cela n'empêchera pas que la machine continue, parce que la machine électorale est déjà en marche. On va pas l'arrêter parce que il y a certains compatriotes ont jugé de ne pas participer au processus. Ils ont leur raison. Il y a beaucoup de choses qui interviennent pendant les élections. Il faut avoir aussi des candidats. Il faut suffisamment de moyens. Ça demande beaucoup de choses. Mais nous ne savons pas pourquoi ils se sont retirés. Certainement, ils ont leur raison. Eh bien, c'est leur droit. On ne peut pas discuter du droit des uns et des autres. Clairement que l'Église catholique ne fait pas d'opposition au régime et il s'attaque à la mauvaise gouvernance. Qu'analysez-vous ça? Oui, c'est ça. L'Église a toujours été au milieu du village. Ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir aujourd'hui que nous allons dire que ce que l'Église fait n'est pas normal. Pour moi, je trouve que c'est vraiment ça. L'Église, c'est le berger, c'est lui qui conduit les troupeaux. Donc nous sommes tous là. Nous sommes des croyants, des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout, mais nous sommes tous des croyants. Mais nous devons respecter les pères des églises aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, nous ne les respectons pas parce que nous avons des intérêts du pouvoir et tout ça. Non, c'est anormal. Nous devons continuer à les respecter parce que l'église, c'est toujours au centre du village. Et l'église doit avoir l'œil, doit avoir l'oreille pour entendre ce qui se fait, ce qui se dit, et l'œil pour voir ce qui s'est fait également et dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Ce n'est pas parce que l'Église a pris position que l'Église est devenue opposant ou l'Église est devenue du pouvoir. L'Église, lui, il fait son travail, c'est son travail. C'est pour cela que l'Église existe. Il est là pour interpeller les uns et les autres de ne pas déraper. Attention, vous êtes allés un peu à gauche, revenez au milieu, revenez à droite. C'est le travail du berger. Donc l'église, c'est le berger et nous les respectons et nous écoutons ce qu'ils nous disent. Si on veut pratiquer, ça dépend. Parce que entre l'écoute et la pratique, tout ça, il y a quand même un écart. Si on veut écouter, on ne veut pas écouter, ben on ferme la radio, on ferme toute la communication pour ne pas entendre ce que les bergers
disent. Mais si on veut écouter, on peut écouter, mais pratiquer, ça dépend de la personne. C'est comme à l'église. Il y a la parole de Dieu qui s'annonce, mais il y a d'autres qui pratiquent, il y a d'autres qui ne pratiquent pas. Je n'ai pas vu que les prêtres ou les pasteurs ont amené des fouets pour fouetter ceux qui n'ont pas pratiqué. Non, libre à vous, libre à nous, mais les conséquences seulement qui vont accompagner nos actions. Il y a des conséquences dans tout ce que nous faisons. Mais moi, en tant que chrétienne, je ne peux pas parler du mal des bergers, des pères des églises. Là, je ne pourrai jamais le faire parce que je sais que c'est leur travail de veiller sur nous. Voilà, parlons toujours des sorties médiatiques. Nous avons vu la sortie médiatique de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui promet de parler sur la marche du pays. Oui, moi je regrette, je le respecte beaucoup, le président honoraire, le sénateur à vie, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je préfère qu'il se taise. Je lui demande vraiment de se taire, ça nous fera du bien. Parce que quand il hausse le ton, et cela énerve beaucoup de sensibilité, moi je préfère qu'il se retire, qu'il s'occupe de sa ferme, qu'il s'occupe de sa famille. C'est bien pour la République démocratique du Congo parce que chaque chose a son temps. C'est pour cela on dit quand vous y êtes là, et faites du bien pour les autres, pour l'intérêt de tous. Et quand vous partez, c'est à ce moment-là, vous commencez à critiquer les autres. Là, nous, on ne vous suit plus. On ne vous suit plus. Parce que tout ce que vous dites là, les remarques que vous faites, il fallait le faire pendant que vous y étiez. Et les gens ont parlé, les gens même sont morts parce qu'ils ont haussé le ton sur ce que vous faisiez. Et aujourd'hui que vous n'êtes plus là, vous voulez nous dire, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous démontrer? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que eux ils ont laissé, de ce que eux ils ont fait. Ils ont voulu faire de la République ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nous battons pour sortir de l'ancrage où ils nous avaient laissé. Et maintenant, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Nous leur demandons de se retirer calmement comme ils se sont déjà retirés, de rester à côté, de voir d'autres personnes aussi faire ce qu'ils sont en train de faire et nous attendons seulement le résultat dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt de la République. Ils ne sont pas des donneurs de leçons parce que eux-mêmes, nous savons ce qu'ils nous avaient fait. Nous ne sommes pas de la dernière pluie. Nous avons vu leur façon de gouverner. Nous avons vu comment ils ont pillé la République. Et maintenant, ils sont plus riches que la République elle-même. Ils n'ont pas de leçons. Ils n'ont pas critiqué le processus parce qu'eux aussi, ils avaient fait pire. Eux, ils ont fait nommer des députés. Tous ces gens-là que nous voyons au Parlement ici, c'est eux qui ont fait de ce Parlement ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de leçons qu'on nous laisse avancer. On a plus besoin de la paix et à faire avancer le pays. Partons au Congo central. Jean-Claude Vemba qui préfère sauver son honneur en démissionnant de son poste du gouverneur du Congo central sous pression de l'Assemblée nationale. Votre avis? Ben, comme je dis, la démission, on ne peut pas critiquer la démission de quelqu'un. Quand quelqu'un pose l'acte de démissionner, lui-même, il sait pourquoi il démissionne. Lui-même, c'est une grande personne, elle sait pourquoi elle a pris cette décision. Donc, moi, j'ai pas de critique à faire. Peut-être elle a trouvé que ce qui s'est fait là-bas, que ça ne cadre pas avec sa vision des choses. C'est pour cela qu'elle a préféré démissionner que de continuer à assumer ses responsabilités. Donc, elle a raison. Peut-être que nous ne connaissons pas, on le saura peut-être plus tard. Elle le dira peut-être plus tard, plus clairement. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas à condamner ni à critiquer une personne qui démissionne. Au contraire, moi, j'encourage les personnes qui ont ce courage de démissionner. Quand les choses ne marchent pas et quand vous vous sentez incapable, mais démissionner, c'est ça, c'est un acte courageux. Donc moi, je trouve ça normal. En parlant de réhabilitation du DG de la SNEL, qui est
qu'on a traité d'incompétent par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le ministre de portefeuille réhabilite le DG de la SNEC. Comment trouvez-vous? Le ministre du portefeuille, c'est lui les patrons des entreprises publiques. Elle a ses raisons. Elle a vraiment ses raisons, mais dommage qu'on l'avait suspendu, dommage surtout par l'Assemblée générale qui avait pris une décision de suspendre ou bien de révoquer, je ne sais pas, c'était la destitution du monsieur. Donc, et après réhabilité, mais il faut qu'on nous explique pourquoi on l'a réhabilité. On a constaté qu'il était innocent ou quoi, sur les griefs qui pesaient sur lui. Et après, on a constaté qu'il était innocent. Il faut qu'on nous le dise. Sinon, ben, on sera dans un pays des impunités. Tu peux voler, demain tu rentres. Sinon, Madame la ministre peut quand même expliquer à la population parce que on se pose des questions. Ou soit nos parlementaires ne font pas bien leur travail. C'était un règlement de compte qu'après la ministre a vu que non. Et c'est une personne innocente qui n'a rien fait. Donc, on a inventé des choses sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la personne soit réhabilitée? Il faut quand même expliquer, parce que si on ne nous explique pas, ben, il y aura des questions qui vont rester sans réponse, et là, ça risque d'être interprété dans tous les sens. Donc, il faut qu'on nous explique un peu pourquoi on l'avait destituée et pourquoi aujourd'hui elle est réhabilitée. Il faut qu'on nous le dise. Parlons de nos amis, nos frères et sœurs de l'Est. Aujourd'hui, malgré les violences et tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, la population veut savoir à quand la précision pour la venue de la SADC à l'Est du pays. Est-ce que la SADC attend que la communauté d'Afrique de l'Est puisse partir pour que la SADC puisse s'installer? Que devons-nous faire en ce terme clair? Ben moi, je ne peux pas parler à la place de ceux qui gèrent la SADC. Moi, je ne parle pas parce que surtout que je ne participe pas à ces réunions. Donc, je ne sais pas, certainement, il y a des préalables. Donc, attendons voir seulement parce que nous tous ici, nous attendons quoi? Nous attendons que l'Est du pays soit pacifié et que la population va à ses occupations et que la paix, que cette population puisse retrouver la paix. C'est ce que nous attendons. Mais le reste là, quant à la SADC, quant à la CEA, nous ne savons pas qu'est-ce qui fait que les autres sont encore là et les autres qui devraient venir ne sont pas encore arrivés. Là, certainement, il y a des préalables ou bien il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore abouti. Et nous attendons seulement. Et quand ils seront là, on va les souhaiter bonne arrivée au pays de Lumumba et Kasavubu et de Kimbangu. Voilà, au pays de Lumumba et de Kasavubu. Nous tombons vers la fin de l'émission comme on multiples facettes. Les femmes politiques, comment appeler les femmes politiques d'aller déposer leur candidature s'ils sont dans la liste, voilà, et à toutes ces femmes qui ont les ambitions politiques pour le développement de la RDC. Oui, je nous encourage. Je nous encourage parce que j'ai dit aux femmes que la lutte continue. La lutte continue parce que l'article 13, on s'est battu pour l'article 13 qui était aussi de la loi passée, qui était aussi un piège pour nous. Et on s'est battu pour cela. Et nous, on croyait qu'au Parlement, nos sœurs qui sont là-bas seraient très regardants sur cet article, mais malheureusement, il y a encore un autre piège. Le premier piège était que les partis politiques devraient aligner des femmes pour les déposer leur liste des candidats, des candidatures. Mais il n'y avait pas de restrictions
que les femmes soient là ou pas là, les listes étaient acceptées. C'était ça. Et on s'est battu pour qu'on ait un quota. Et cela n'a pas marché parce qu'il y a d'autres pesanteurs. Cela n'a pas marché, question de quota. Et on s'est battu aussi que l'article 13 soit contraignante et que chaque parti politique était obligé d'intégrer les femmes sur les listes électorales. Au cas contraire, les listes seraient rejetées. Mais maintenant, ils nous ont contournés, ils disent que non, les partis politiques, le parti politique qui aura aligné 50% des femmes sur sa liste électorale sera exempté de la caution. Ils savent très bien que les 50% des femmes sur une liste électorale de 12 sièges, je ne sais pas s'il y aura 6 femmes ou 6 hommes, je ne sais pas. Et puis, les partis politiques aussi, pour aligner les femmes, ils n'alignent pas n'importe quelle femme. Ils alignent une femme qui est capable de ramener un siège. Et maintenant, ces femmes-là, au sein des partis politiques, elles sont nombreuses, nous ne savons pas. Et maintenant, la liste, peut-être les circonscriptions uninominales, ou peut-être il y a un seul siège, on peut aligner une femme, et là, la liste sera exemptée de la caution. Mais on n'a pas que des sièges uninominaux. Il y a d'autres sièges où il y a soit des 3 places, peut-être des 3 sièges, on pourra aligner 2 femmes et la liste sera exemptée également de la caution. Et nous encourageons que les femmes, vraiment, c'est maintenant comme on n'a pas encore déposé les candidatures, que les femmes s'expriment, expriment leurs ambitions, que les femmes puissent compétir ensemble avec les hommes pour que nous soyons quand même nombreuses dans nos assemblées délibérantes, et demandons aussi aux femmes et les hommes qui croient au leadership féminin de nous accompagner pour que les femmes soient être candidats. C'est une paire de manches, il y a l'autre qui attend. Être élu également, c'est une autre paire de manches, et nous croyons que les femmes seront nombreuses élues, et pour que les femmes assument réellement les responsabilités qui les attendent pour le développement de la République démocratique du Congo. Parce que les femmes, ce sont les mères, les femmes, là où la femme est, il y a la paix, là où la femme est, il y a la joie. Donc la femme est porteuse du bonheur, et nous nous encourageons à être nombreuses pour le dépôt de nos candidatures, et que les chefs des partis aussi, ceux-là au sein de nos partis qui décident des candidatures, puissent nous accepter comme candidates, et nous allons mener des actions qui feront à ce que la population croit en nous, parce que nous avons un message, nous avons un discours, et pour que les femmes soient nombreuses élues, et pour que la République gagne aussi. Voilà. Bon, déjà, félicitations pour la fondation Marie-Josée Bounzana déjà. Merci. D'être notre invitée de chaque samedi à 17h30. Maman Marie-Josée Bounzana, je vous rappelle que Maman Marie-Josée Bounzana est cadre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. Et aussi, elle est fondatrice de la fondation Marie-Josée Bounzana. Soutenez cette dame, soutenez-la. Voilà. Maman Marie-Josée Bounzana, votre mot de la fin et à la population congolaise qui vous suivent en ce moment. Oui, je dirais à la population congolaise que maintenant vraiment, c'est le temps. C'est le temps des décisions, parce que les élections, c'est un temps fort pour chaque pays. Et maintenant, c'est le temps de la République démocratique du Congo. Nous allons aller aux élections. Il y a des candidatures qui seront déposées, mais maintenant que cette population aussi puisse accompagner les actions des uns et des autres, si nous voulons que le Congo soit un Congo bien, un Congo où il y a la paix, où il y a la joie. Donc ça dépendra des décisions que les gens auront pris le jour des élections. Et donc cela dépend de toi, dépend de moi, de ce que nous voulons faire de notre République. Sinon, le Congo nous appartient, et travaillons pour que le Congo de demain soit meilleur que le Congo d'aujourd'hui. Et j'encourage les femmes, c'est le temps de déposer nos candidatures, d'exprimer nos ambitions, pour qu'après, nous n'attendons pas, on n'a pas nommé suffisamment de femmes. L'opportunité nous est donnée de participer au processus électoral, de battre campagne, pour pouvoir gagner des sièges
parce que attendre les nominations, nous ne savons pas quand est-ce que ça pourra venir, mais quand nous battons campagne, nous sommes sûrs de gagner nos sièges. Donc exprimons nos ambitions pour pouvoir gagner des sièges et entrer dans ces assemblées délibérantes, proposer des lois dans l'intérêt de tous. Et la République aura gagné. Merci, Maman-José Kounzana, d'être notre invité de ce samedi. Ce samedi, voilà. Je dis merci à Moron Zambé qui était derrière la caméra. Je dis merci au réalisateur de cette émission, Doudou Montiri, qui était aussi présent. Je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Au revoir. Voy a la calle por acá.